Salut à tous, c'est Greg. Aujourd'hui, je me trouve à Genève et je vais vous amener découvrir une équipe de passionnés de technologie numérique. Évidemment, il n'y a pas que moi. Donc leur spécialité, c'est l'édition vidéo non destructive. Je ne vais pas m'étaler moi personnellement sur cette question, je vais plutôt laisser parler les experts. Donc voilà, je vous invite à me suivre. Alors je suis arrivé dans les bureaux de la société Memoways. Je suis en présence de Ulrich Fischer qui va nous expliquer un petit peu plus en détail cette technologie qu'il a développée sur ces 10 dernières années à peu près 8 dernières années, bientôt 10 années. Donc je vais lui donner la parole et puis je vous souhaite un agréable moment en notre compagnie. Alors merci Greg de réaliser cette interview. Donc effectivement, je suis dans ce lieu depuis une année, mais pour la petite histoire, j'ai démarré en fait mon chemin dans le monde audiovisuel, en fait ici dans cette maison, en habitant juste au-dessus en fait. Je suis arrivé ici en 91, j'ai habité ici pendant 15 ans, et c'est ici que j'ai commencé à prendre goût en fait à tout ce qui est créatif, avec de l'image en mouvement, du théâtre, des performances, l'associatif, la relation à la ville, etc. Donc tout ce qui a développé en fait mon goût, on va dire plus généralement, à faire des choses dans la vie, c'est ici dans cette maison. Donc je suis revenu ici dans une sorte sur mes sources en fait, il y a une année. Donc c'est assez drôle pour la petite histoire qu'on se retrouve dans ce lieu-là maintenant, qui est donc le lieu de travail de Memoways, mais aussi qui est mon antre personnel où je développe aussi des projets personnels. Donc voilà pour la petite parenthèse, avant de plus raconter qui je suis et ce que je fais. Donc comme je viens de le dire, je viens du monde plutôt audiovisuel, mais j'ai toujours considéré l'image comme un passage de témoin entre des questions et des gens, et des lieux forcément. Et puis des images, alors quand on pense images en mouvement, on pense toujours cinéma ou télévision, mais assez vite j'ai adoré travailler avec des images de manière décentralisée des endroits classiques, des images en installation, des images performatives dans le cadre de pièces de théâtre, etc. Donc j'ai eu la chance de commencer avec du Super 8, de la diapo, donc des vieilles technologies, et le bricolage, le do-it-yourself. Et après, j'ai eu la chance de pouvoir accéder à des technologies vidéo plus évoluées. À l'époque, c'était des bandes vidéo en convergence, montage bande à bande, etc. Donc ça m'a forcé, en fait, au niveau méthodologique, de penser différemment le montage. C'est-à-dire qu'il faut, avant de monter, il faut réfléchir. Ce qui n'est pas le cas maintenant avec le numérique, par exemple. Aujourd'hui, on filme à peu près tout. Et... Voilà, puis on se dit, on se débrouille dans la post-production après. Un peu comme aujourd'hui, d'ailleurs. Voilà, bon, 3 caméras. On n'a jamais eu le luxe d'avoir 3 caméras qui tournent en parallèle. J'avais ma petite caméra H8 ou Vidéo 8, etc. Puis je me baladais ici dehors et je captais en fait les moments de vie du quartier. Et vu qu'on est dans ces moments de vie du quartier, j'ai fait un documentaire en 98 sur le quartier. Et ce documentaire, je peux montrer aussi comment je le retravaille au jour d'aujourd'hui. Quasiment 15 ans après, je suis revenu sur les sources de ces images d'archives, d'il y a 20 ans et moins, en les travaillant différemment par et pour le web. Mais ce que j'ai envie de raconter, pointer maintenant, la chose essentielle, je dirais, c'est le fait que moi, ce qui m'intéresse dans les images, au-delà du fait de les utiliser d'une manière décentralisée, c'est de les considérer comme des pièces de mémoire. Des pièces d'un puzzle où l'image a pas toujours la même fonction, la même place dans le puzzle, mais où c'est plus des pièces d'un puzzle de mémoire où en fait les images peuvent être connectées de manière différente en fonction du chemin qu'on prend jusqu'à arriver à cette image. Alors ça peut être un chemin à partir d'un film, ça peut être un chemin à partir d'une carte, ça peut être un chemin à partir de quelqu'un qui nous dit tiens, il y a telle chose qui se trouve à tel endroit, regarde. Donc il y a des multiples chemins qui nous amènent à ces images. Et ce qui m'a amené en fait à développer Memoways, c'est le constat que en fait ce qu'il y a de puissant dans le cinéma, c'est le montage. Et le constat qu'avec l'informatique, on peut se dire, on peut toujours faire du montage, mais un montage qui n'est pas verrouillé dans le temps, au sein d'un objet. Mais un montage qui peut se faire au niveau de l'utilisateur.
qui peut se créer, se calculer en fonction de critères, que ce soit des critères de lieu, que ce soit des critères de mots-clés, etc. Et que le montage se crée au moment où la personne entre en relation avec une image. Et cette image, voilà, on connaît le responsive design au niveau web et mobile. Moi, j'aime bien parler de responsive storytelling, voilà. Le fait de dire que l'histoire s'adapte de manière contextuelle, voire comportementale, à la personne et que le montage se fait en temps réel. Mais là, on a pris déjà un peu d'avance sur ce qui va suivre. Donc, je ne sais pas si par rapport à mon propre profil, j'ai dit les grandes lignes. Donc, largement. Okay. Comme toute technologie qui apparaît aujourd'hui, la question c'est de savoir effectivement qu'est-ce que ça apporte de nouveau, qu'est-ce que ça offre de plus que ce qui existe aujourd'hui et de quelle manière on peut l'utiliser et de quelle manière ça va simplifier un petit peu le quotidien de l'utilisateur. Voilà, donc, alors, la technologie de MemoWays, alors, en fait, il n'y a pas de technologie particulière, si ce n'est une utilisation spécifique, particulière de mots avec des images. C'est aussi simple que ça. On utilise des mots comme des aimants. Donc là, tu as aimanté en fait la caméra sur le radiateur, ouais, c'est très bien. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des mots qui se qualifient en fait des contenus vidéo. Donc pas des montages, mais ça peut être des montages, mais c'est aussi des plans. Quand on regarde une image, là par exemple une image comme ici, on va dire arcade, on va dire mon nom peut-être, on va parler de MemoWays, on va parler de vidéo, de ce qui est dans l'image, etc. Donc on va qualifier ce dont il est question dans cette vidéo. Maintenant, on va qualifier ce que je vais dire maintenant de le produit MemoWays. C'est quoi? Le produit, il y a un tag qui apparaît. Et si les gens ont envie d'en savoir plus que ce que je dis là maintenant très succinctement, ils vont avoir un mot-clé qui apparaît, ils vont cliquer dessus, ils vont avoir le démonstrateur de notre produit qui arrive après ou juste au moment, à la place de l'interview. Donc l'idée, c'est de proposer à l'utilisateur, spectateur, visiteur, une manière de naviguer dans un flux de vidéo avec des mots. Mais ces mots, ils ne viennent pas tout seuls. Ces mots, ils sont issus de l'expertise, du travail, du choix créatif de l'auteur qui va permettre de connecter les vidéos les unes avec les autres, non pas de manière classique dans une timeline. Lorsque tu travailles dans Vegas pour faire ton montage, tu as une timeline. Voilà, c'est ça. Dans la plupart des logiciels de montage, tu travailles toujours orienté timeline. Mais c'est comme si tu travailles avec un sablier, un goulet d'étranglement, et puis tu as tes heures et tes heures de rush. J'espère qu'on ne va pas en faire des heures là maintenant, mais un certain nombre de minutes. Et puis après, tu dois réduire ce certain nombre de minutes en moins de minutes. Et forcément, tu vas perdre des choses. Alors bien sûr, il faut faire des choix. Mais peut-être il y a quelqu'un qui est intéressé par mon histoire sur l'îlot 13, que tu vas peut-être pas mettre, l'îlot 13, pardon, c'est le lieu ici, que tu vas pas mettre dans ton film, dans ton montage. Mais l'idée, c'est de pouvoir donner un accès à des gens via des mots-clés. Donc je résume pour comprendre très simplement. Nous, ce qu'on propose avec MemoWays, c'est pour ça qu'on s'appelle MemoWays, c'est donner un accès à la mémoire, aux images, avec des chemins spécifiques, personnalisés pour n'importe qui, à travers des mots. Ce qui est magique avec les mots, c'est que là, pour échanger, on utilise des mots. Mais pour travailler avec l'ordinateur, on travaille aussi avec des mots. On va donner des noms à nos vidéos. Voilà. Mais l'informatique, les logiciels, ils utilisent aussi des mots, un langage de programmation. Donc les mots, ils sont super importants. Et d'utiliser les mots d'une manière non seulement pour trier, classer, trouver, ce que fait Google par exemple, ils utilisent aussi le fait de chercher des mots, mais là, d'utiliser les mots d'une manière narrative et de pouvoir aller générer un montage à partir d'un ensemble de mots, ou simplement de dire, moi ce qui m'intéresse, c'est d'en savoir plus sur le produit. Moi ce qui m'intéresse, c'est d'en savoir plus sur ce que c'est que le Super 8. Il y a le tag Super 8, alors je ne vais pas l'expliquer maintenant ce que c'est du Super 8, mais tu vas pouvoir lier une petite vidéo sur le Super 8 à ce que je raconte du Super 8. Et peut-être un enfant de 8 ans qui n'a jamais appris, je ne sais pas ce que c'est que le Super 8, il voit arriver le tag Super 8, le mot Super 8, et il peut en savoir plus à travers ce mot. Maintenant qu'on a eu cette présentation et qu'on voit un petit peu plus de quoi il s'agit, comment je mets en place mes fichiers vidéo et comment je les relie entre eux, etc. Et comment surtout je produis une vidéo complète, un espèce de montage complet, un film concrètement. Voilà.
Alors merci pour le passage de témoin. Donc très concrètement, MemoWays propose deux plateformes. Enfin c'est la même, elles ont deux noms différents. Une c'est la partie on va dire back-office, c'est l'édition, c'est notre solution de montage si on veut. Et l'autre c'est le player ou la plateforme de visualisation navigation. Donc notre outil d'édition s'appelle Kura, ça veut dire petite maison en japonais. Et cette petite maison permet de récupérer des vidéos de YouTube. Alors pour le moment on n'est que sur YouTube, mais ça va être Vimeo et d'autres plateformes vidéo sur le web. Donc on est bien dans le cloud, on est par-dessus YouTube. Donc l'idée c'est que comme toi tu vas faire ta vidéo, tu vas pouvoir récupérer ta chaîne YouTube dans Kura et commencer à mettre des mots-clés sur tes vidéos de manière à les organiser par playlist. Qui ont chacune des mots-clés. Ce n'est pas une playlist comme dans YouTube où tu peux faire tes playlists par thème ou par chapitre ou comme ça. Global, mais là, c'est plus des segments. Exactement. Tu peux prendre là ma réponse sur qu'est-ce que c'est que Kura. Tu vas pouvoir mettre Kura dans le segment outils ou segment application web, par exemple. Et du coup, tu fais ces playlists. C'est donc simplement tirer-glisser une vidéo dans une playlist. Une fois que ça c'est fait, tu peux aussi aller prendre une vidéo plus longue, l'interview globale par exemple, et prendre des segments dans cette vidéo avec des mots-clés. Et des marqueurs. En fait. Des marqueurs, exactement. Planter des marqueurs dans la vidéo. Exactement. Et ces marqueurs, à partir de ces marqueurs, ils ont des noms de playlists. Et donc du coup, tu vas associer des vidéos affiliées à ces marqueurs de segments et permettre à la personne d'aller chercher des contenus additionnels qui sont relatifs à ce qu'il est en train de voir. Imagine, tu es en train de voir une vidéo de GoPro, tu as quelqu'un qui saute, qui fait un saut sur son vélo, tu as bike, jump, fail par exemple, et si tu es intéressé de voir des chutes, tu vas cliquer sur fail et tu vas voir toutes les chutes qui sont taguées fail et ne voir que ça, te faire ton best-of de chute à vélo. Et ça, c'est la partie Comet. Donc c'est la plateforme pour l'utilisateur final qui peut naviguer dans des vidéos avec ces mots-clés dont je parlais tout à l'heure, qui sont comme des aimants qui vont permettre de lui proposer toujours de nouvelles vidéos en fonction de ce qui l'intéresse là, maintenant, tout de suite. D'accord. Okay. Parce que l'enjeu aujourd'hui sur le web, c'est quoi? C'est le temps d'attention, il est très court, mais on ne sait pas forcément ce qu'on cherche. On veut être aspiré par une, on va dire, expérience immersive. Et Comet, notre plateforme vidéo de navigation, permet exactement ça. Permet de rentrer dans une première vidéo, une promesse liée, je reprends l'exemple de GoPro, des vidéos spectaculaires. Et en regardant cette vidéo spectaculaire, je suis intéressé d'en savoir plus sur le vélo, le saut, le ski, ou je ne sais pas quoi. Et je peux me créer en fait une playlist personnalisée en fonction des tags qui me sont proposés, qui ont été réalisés en amont dans Kura. D'accord. Voilà, donc j'ai bouclé la boucle. Je ne sais pas si c'est clair. Toi, tu parlais en fait que le player, lui, il play après les séquences qui sont taguées sans interruption. Exactement. Voilà. Et donc tout l'intérêt, tu as l'impression de regarder un film. Alors je vais peut-être reprendre. Donc, si je comprends bien, un petit peu la manière dont les choses se passent, c'est qu'une fois que les vidéos sont taguées, on peut définir une thématique, donc par exemple fail, et on va se retrouver avec un film assemblé à partir des séquences sans interruption, car le player est capable de faire le visionnement du film sans qu'on puisse s'apercevoir des coupures. Et c'est toute la nouveauté du principe. On n'a pas besoin d'écraser le film définitivement, de faire ce qu'on appelle un rendu, nous, dans notre jargon de l'édition de film. Mais finalement, de laisser toutes ces séquences brutes s'assembler toutes seules en fonction d'une thématique et de les voir sans la moindre interruption. Je crois que c'est ça. Exactement. Donc c'est pour ça que j'ai toujours, quand je parle de Comet, je parle de plateforme plutôt que de player. Parce que c'est plus qu'un player, c'est quasiment un logiciel d'édition. Parce qu'on est face à un flux de vidéos courtes et on va pouvoir les remixer, enfin les réordonner, en enlever certaines qu'on n'a pas envie, donc de faire des opérations de choix et donc du montage. Alors la seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est ce qu'on appelle dans le jargon le trim, de définir une entrée, une sortie différente. On prend tout le bloc qui est défini par le producteur de contenu. Parce que aussi c'est là où je reviens, je fais un rewind par rapport à ce que je disais tout à l'heure qui je suis. Je viens du cinéma. Et dans le cinéma, on a notre mission quand même, c'est de guider, c'est de faire des choix pour les gens et c'est de prendre une certaine responsabilité sélective et puis de dire quelque chose, enfin de prendre une posture.
Et avec notre outil, ce qu'on veut, c'est en même temps permettre aux créateurs de faire des choix sélectifs d'entrée et de sortie des plans qu'ils veulent partager et de mettre des mots. Ça aussi, c'est de la sélection et c'est du choix. Et après, par contre, ils publient tout ça sur le web. Et sur le web, ben, les gens, ils sont contraints par ça. Il y a des choses qui sont possibles, des choses qui ne sont pas possibles. Mais en même temps, là-dedans, les gens, ils ont la liberté de naviguer comme bon leur semble, mais cadrés par les choix qui sont faits par un auteur. Donc, Comet, c'est un player monteur, enfin un logiciel de montage, où finalement l'histoire peut se créer en temps réel pendant qu'on joue une vidéo, et on peut changer le cours de son histoire, donc le futur, en changeant d'orientation de playlist avec les mots-clés, simplement. Alors, là je présente Cura, donc, qui est l'application d'édition pour faire des projets utilisés par Comet. Donc simplement ce qu'on a ici, on a une liste de vidéos en provenance de YouTube. Donc la première chose qu'on fait, on clique sur le menu Import, et là on peut importer des vidéos par URL ou par ID YouTube et les importer dans notre liste de contenu, ou simplement se connecter sur son channel YouTube si on a les autorisations pour. Et là on est en mode lecture-écriture. Donc une fois qu'on a récupéré les contenus, donc ici c'est des vidéos de YouTube qu'on a importées par URL, et ici en dessous c'est des vidéos de notre channel, de mon channel, qui sont des rushs d'un film que j'ai fait il y a 15 ans. Et c'est des rushs, certains ça date d'il y a 20 ans, d'autres ça date d'il y a 10 ans, etc. Donc plein de vidéos différentes qui sont juste des extraits, des petits bouts de vidéos qui concernent des réunions, des fêtes, etc. etc. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai créé des labels qui permettent de trier par, là Morton c'est l'architecte, il y a des enfants, travaux, juste de qualifier, enfin de pouvoir trier les vidéos, simplement pour les retrouver. Donc ça c'est un travail d'organisation de mon channel, de mes contenus, pour vite trouver ce que je cherche. D'une manière collaborative, parce que aussi je peux inviter des utilisateurs, donc là on est 3 dessus, mais je peux inviter quelqu'un de collaborer avec moi sur mon projet. Le projet c'est quoi? Ça consiste à créer des listes de mots-clés. Ici, donc, j'ai des listes de mots-clés. Là, j'ai chantier, fête, musique, enfants, différentes choses, des noms de gens, etc. C'est relatif au projet. Et après, simplement, je prends une vidéo et je la drag and drop dans une playlist. Donc là, je ne vais pas le faire parce que là, cette vidéo, elle ne concerne pas photographie, mais pour vous montrer que c'est aussi simple que ça. Et après, je peux définir l'ordre d'apparition, en changeant ici l'ordre des vidéos dans la liste, simplement. C'est comme des mini-timelines, en fait. Donc ça, c'est le principal travail qu'on fait dans notre application de montage. Il n'y a pas de timeline, c'est juste une liste de vidéos. On va connecter les vidéos à des mots-clés. Plus les vidéos sont connectées à des mots-clés, plus elles seront trouvables. Ce qu'on peut aussi faire, c'est de créer ce qu'on appelle des marqueurs. Donc là, je vais vous montrer la tête que ça a. C'est donc à partir de la vidéo principale, la tête de la comète, qui est ce film-là, et ça a cette tête-là. Donc ici, j'ai mis dans le temps différents mots-clés, en lien avec ce qui se passe dans l'image, bien sûr, qui vont pointer à partir du film des thématiques que j'ai envie de lier, avec des contenus additionnels. Donc le fonctionnement du projet Comet. Une fois qu'on a fait ça, on peut publier le projet. Et les gens peuvent d'une part découvrir la vidéo principale et tous les contenus affiliés que j'ai connectés de cette manière-là. Super. Ouais, vraiment, vraiment performant là, le truc. Et puis juste la nouvelle version. Ouais, c'est bon. Donc ça c'est la... Donc ici je montre une capture d'écran de ce que le développeur est en train de faire. Aujourd'hui nous sommes, on est quelle date? On est le 20 décembre. Donc normalement à la fin de l'année on aura cette version-là qui est là pour le moment, c'est une capture d'écran, sera live, déployé sur le serveur, et début de l'année prochaine, on pourra sortir ce produit Cura testable par n'importe qui sera utilisable gratuitement tant qu'on n'expose pas de player, on ne publie pas notre projet. Et c'est là dans notre modèle économique, l'idée c'est de donner accès à cette application web gratuitement, et les gens qui veulent publier leur projet avec une plus-value qui consiste en fait à connecter des vidéos entre elles, là ça devient payant. Mais cet outil-là, ça va être notre produit principal que les gens pourront essayer, utiliser, des youtubeurs, des institutions, toutes les personnes qui veulent valoriser leur chaîne YouTube et retenir les gens dans l'interface de Comet qui va permettre en fait de choisir les contenus affiliés avec notre marque, notre propos, notre thématique, ce qu'on a envie de partager simplement. Donc en fait ici on voit une version, la version 1 de notre player Comet. Mais les fonctionnalités dans les versions suivantes, elles vont être un peu différentes, mais fondamentalement, c'est toujours la même chose. On est face à un flux et non plus face à des objets fermés, comme un PDF
On est face à comme des tweets plutôt que des PDF. Et l'idée, c'est de pouvoir, simplement comme sur Twitter, sélectionner un hashtag et on va se refiltrer son flux de tweets en fonction de ce qui nous intéresse. Avec les vidéos, c'est différent parce que on va afficher une vidéo l'une après l'autre. Et c'est bien ça l'enjeu et le côté immersif. On n'a pas 10 000 choses sous les yeux qu'on doit trier, mais on a une histoire, en l'occurrence c'est cette vidéo-là, et après cette vidéo-là, ça va passer automatiquement à la prochaine, etc. Maintenant, il se trouve que là, il se passe quelque chose dehors, au moment même où j'en parle, qui fait que je peux ajouter des informations par rapport à ce qu'elle dit elle, ce qu'ils disent ces gens-là, ou je peux me filmer moi. Moi aussi, je pense ceci ou cela par rapport au changement climatique, comme ce monsieur-là, et je peux me filmer et j'upload ma vidéo via YouTube sur la plateforme, je mets le mot-clé et j'apparais dans les fragments qu'il y a ici. Il n'y a pas besoin de passer par le logiciel de montage. Ça passe directement de la caméra, du smartphone, sur YouTube. Et là, avec le mot-clé, c'est connecté, c'est aimanté, comme je disais tout à l'heure. Donc, on va créer ces aimants avec les mots-clés. Et après, ma vidéo, mon petit fragment va pouvoir être rajouté. Donc, imagine avec un produit, tu dois faire une nouvelle vidéo de ton produit qui a reçu une mise à jour, tu dois tout refaire. Dans le monde classique du montage vidéo. Avec ce système, tu n'as que du flux. Et tu enlèves les anciennes, tu mets les nouvelles, et ça se met à jour automatiquement. Et tu es face à un flux. Et la personne, elle peut se dire, du produit que je vois, de la voiture que je vois, c'est pas la voiture qui m'intéresse, mais c'est le travail de réflexion des designers, ou c'est est-ce qu'elle est écologique ou pas, etc., etc. Donc je sélectionne ce qui m'intéresse, et c'est ça que je vais voir. Et j'ai la dernière vidéo à jour que je vois. Imagine les news, la télévision, il se passe un truc comme hier à Berlin. Elle fait un bout à bout de ce qui s'est passé, mais 2 heures après, c'est déjà dépassé. Mais si les news étaient en flux, ben, il est toujours up-to-date, exactement comme Twitter. On met Twitter à côté d'un journal, c'est comme ici, Comet à côté de YouTube. En gros, c'est ça. Généralement, le développement des choses, la technologie sur Internet ne se développe pas par magie, pas toute seule, et généralement pas avec une seule personne. Donc tu peux un petit peu nous dire quelques mots sur ton équipe, sur ton team, sur les gens qui sont à l'origine du développement de cette idée, puisque tu nous as expliqué que ça avait pris quand même, enfin ça n'a pas pris clairement 8 ans, mais ça s'est échelonné un petit peu sur 8 ans. Il a fallu quand même quelques personnes pour faire ça, et donc ben, je te laisse le soin de nous les présenter correctement. Oui, alors pour réaliser un projet avec le web aujourd'hui, c'est clair qu'il faut des développeurs. Alors il y en a 2 dans MemoWays. Il y a Nicolas Goua, avec qui je collabore depuis 2008, et c'est un développeur qu'on dit full stack. Full stack veut dire il soigne, il met en place un serveur, il fait des applications mobiles, du web, etc. Et donc c'est quelqu'un qui peut faire un player vidéo, qui peut faire des algorithmes de compression, etc., etc. Donc c'est quelqu'un de très compétent. Enfin, je pense que c'est vraiment il est vraiment très bon. Et puis je travaille avec lui depuis 8 ans. Je suis très heureux de travailler avec lui. Maintenant, il y a un autre développeur qui nous a rejoint en 2011-2012, qui s'appelle Fabrice Truyot de Chambrier, qui lui est un développeur aussi senior, qui est un peu plus âgé. Enfin, il est moins âgé que moi, mais disons pour un développeur, il est relativement âgé. Et du coup, lui, il est aussi full stack, mais par contre, il est plutôt au niveau du design, de l'architecture. Donc c'est lui qui fait tout le design pour que Nicolas puisse après implémenter et coder. Donc la grande problématique en informatique, moi je ne suis pas développeur, mais maintenant avec les années, je vois comment ça fonctionne. J'ai mis beaucoup de temps à savoir comment leur parler déjà aux développeurs, pour transformer mes idées, mon rêve, etc. dans des mots, des concepts que eux peuvent réutiliser et les scinder en problèmes et solutions. Donc eux, ils doivent aboutir à des problèmes et solutions qui doivent traduire en code et qui va redonner en fait une interface utilisateur, etc., etc. Donc c'est un chemin très long et c'est une aventure humaine, forcément aussi. Et donc avec ces 2 personnes, ça fait depuis des années qu'on travaille ensemble. Là, on a trouvé la bonne combinaison pour travailler en mode, on n'est plus vraiment une start-up, mais en mode bootstrap. C'est-à-dire qu'on développe sans aide financière, avec 0 argent, parce qu'on croit dans notre produit, on croit dans le fait qu'on adresse en fait des problématiques pour les producteurs de contenu, de valoriser leur contenu sur et par le web. Donc on va sortir un produit début d'année prochaine, et grâce donc à Nicolas et Fabrice, qui développent donc ces 2 outils, Cura et Comet, on va sortir ce produit en janvier 2017. Faut dire l'année, je pense que c'est important.
Maintenant, j'ai envie de te demander, parce qu'effectivement, tu en connais assez long sur le sujet, c'est vraiment une passion, on l'a vraiment bien compris. L'avenir maintenant de la narration et du montage vidéo, je sais que tu as des théories là-dessus super intéressantes, donc merci de nous raconter ça. Alors, je vais essayer de faire court. Donc, l'avenir, on est déjà dedans. C'est-à-dire que l'avenir, ça fait 20 ans qu'on est dedans, c'est l'informatique de manière générale. Après qu'on rajoute de la VR, de l'AR, du je sais pas quoi, de la 3D, à la limite, ça c'est des buzzwords, mais c'est pas fondamentalement important. Ce qui est important, c'est le fait que des contenus peuvent être connectés à d'autres contenus d'une manière personnalisée. Pour moi, c'est ça le gros changement. Et l'avenir du montage vidéo passe par une des manières dont on l'aborde nous, passe par le fait qu'on peut générer un film à partir de contenu dans le navigateur sans forcément devoir le faire dans un logiciel de montage, à la méthode classique parce qu'on était tributaire d'un support, du celluloïd ou de la bande. Aujourd'hui, on n'est plus tributaire d'un support. On n'est même plus tributaire des écrans. Donc en fait, les images peuvent se connecter les unes aux autres d'une manière totalement personnalisée. Pour moi, l'avenir, c'est ça. Mais l'avenir, je veux dire, pas besoin d'aller chercher midi et 14h, on peut le faire aujourd'hui. Mais c'est une question, non pas technologique, mais de choix, de posture et au final de modèle économique. Le gros problème qu'il y a aujourd'hui avec la création de contenu, qui paye pour. Et donc, c'est pas du tout technologique, mais c'est d'où vient l'argent, dans quelle poche il va, par où il transite. Et on est dans un... Tout le monde parle d'ubérisation, qui est par-dessus qui. YouTube est par-dessus les stations de télévision, Google est par-dessus les journaux. Donc la question, c'est comment les auteurs, les producteurs de contenu se réapproprient les technologies libérées, elles sont libérées parce qu'elles sont en open source, par Facebook, Google, etc., pour s'approprier ces outils, pour raconter des histoires avec la promesse de l'informatique, qui est deux choses, qui est la mise en réseau de contenu et le calcul. Et qu'on met en réseau des contenus dans une lunette de réalité augmentée ou de réalité virtuelle ou je ne sais pas quoi, en 360 ou pas, c'est égal. Donc on voit ça ici. L'important, c'est qu'on voie ce qu'on a envie et qu'on puisse interagir avec ce qu'on voit de la même manière qu'on interagit avec son flux Facebook, et on ne peut pas interagir avec son journal imprimé. Donc ce qui fait l'attrait du web, c'est ce que propose Facebook, c'est le flux. Ce qu'on voit n'existe pas. Et les journaux, le cinéma, la radio, les vieux médias, ils travaillent toujours basés sur l'objet, sur le support. Il n'y a plus aujourd'hui. Donc pour moi, l'avenir de la narration et du montage se situe dans le fait du changement de mentalité de la part des producteurs de contenu en premier, parce que c'est que dans leur tête que ça se passe, lié avec un changement dans les revenus, dans le modèle économique. Et là, c'est les politiques culturelles qui doivent aussi changer en Europe, parce que là, on est limité, le plafond il est bas à cause des subventions. Alors, il ne faut pas qu'ils les coupent, mais par contre, les subventions limitent. Parce que, vu qu'on a des subventions pour faire des objets, on va faire des objets qui vont au cinéma une semaine, puis après ils sont loin. On bosse pendant 5 ans sur un long métrage, on fait du montage, on fait une narration, et puis après on espère que notre film tiendra 2 semaines avec quelques milliers de spectateurs. 5 ans. Et puis là, si on bossait avec et pour le web, bon, là il y a... Je vais être censuré. C'est pas grave, en fait. Ok. Donc là, il y a un qui sont passionnantes. montage live. Donc pour le dire de manière très courte, pour moi, l'avenir du montage vidéo et de la narration passe par le fait d'avoir un rapport natif, adéquat, avec l'informatique, simplement, avec les possibilités liées à l'informatique. Mais comme on utilise l'informatique comme un outil, et pas comme quelque chose qui nous permet d'adresser des besoins humains qui vont au-delà du factuel et du concret, comment je vais plus vite du point A au point B, mais comment est-ce que je peux entrer en relation avec le monde au niveau multisensoriel, pas juste d'être efficace dans la vie. Je tape sur Google l'adresse du resto, j'ai vite envie d'aller, je l'appelle. L'informatique, c'est pas juste pour ça. L'informatique, ça peut aussi nous amener à une relation au monde poétique, à une relation au monde émotionnel, subjective, etc. Et c'est cette approche-là de l'outil que pour le moment, on n'a pas encore trouvé. Mais c'est normal, il y a besoin de temps. Il faut juste se rappeler que le cinéma a mis 20 ans avant de se détacher des réflexes hérités du théâtre et de la photographie. 20 ans. Donc combien d'années va prendre le cinéma du futur pour se détacher des réflexes hérités du celluloïd, du cinéma lui-même,
pour pouvoir vraiment être natif avec les possibilités de l'ordinateur. Alors merci pour ces explications. Maintenant, j'imagine que toi, tu as aussi des projets privés directement sur l'utilisation de ce système dans ta réalité immédiate, hein, si je puis dire, et avec les autorités, c'est ça? Avec les autorités de la ville de Genève? Entre autres, ouais. Ouais, ok. Donc, en 2017, on va avoir la sortie d'une plateforme de médiation du patrimoine architectural franco-suisse, où je fais la maîtrise d'ouvrage, j'accompagne en fait des collectivités publiques, donc 7 cantons romans et 7 départements français, à valoriser le patrimoine à partir de bases de données patrimoniales. Donc il y a le château de Chillon, par exemple, hein, mais il y en a plein d'autres, qu'on peut relier avec la carrière de Meillerie, qui est en face. Donc le château de Chillon a été construit avec des pierres françaises, en partie. On ne le sait pas forcément, mais l'idée c'est de voyager à travers le territoire pour voir qu'on est sur un territoire partagé, transversal. Le projet s'appelle Traverse ton territoire, traverse la frontière. L'idée c'est d'aller au-delà des frontières, enfin des pays, mais aussi des frontières de spécialistes. Parce que le gros problème qu'on a aujourd'hui, que j'ai un peu abordé dans ma question de comment s'approprier des nouvelles technologies, la question, c'est de penser différemment en termes de silos de savoir et de compétences et de métiers. Le gros problème qu'on a aujourd'hui dans les métiers de la culture, c'est que, pas seulement de la culture, du savoir, c'est que chacun est dans son silo, fermé, décapsulé les uns des autres, et dépositaire de son savoir. Et à la sortie, il y a très peu qui sort, et Google essaie de recréer des transversalités, puis ça échappe à tout le monde, puis tout le monde peur, parce que c'est Google qui se fait de l'argent avec ça. Donc là, l'idée, c'est de dire on va se mettre entre la sortie de ces bases de données et Google avec un usage transversal, maîtrisé, à l'image de ce que j'ai fait avec Koura et Comet, avec des playlists, des mots-clés et une navigation dans les contenus. Donc l'idée, c'est de dire, moi j'arrive au château de Chillon, j'ai un premier contenu qui m'explique ce que c'est que le château de Chillon, mais finalement je ne suis pas intéressé par l'histoire générique, mais je suis intéressé par sa construction en 1498. Je dis n'importe quoi sur l'année, mais voilà, c'est de dire, j'aimerais savoir comment ça s'est construit. Et du coup, on peut aller chercher des informations et là, découvrir comment ça s'est passé et découvrir comment se sont construits d'autres châteaux à la même époque ailleurs. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire une navigation de briques d'histoire à briques d'histoire, pour au final avoir donc un historique de navigation qu'on peut soi-même partager. La promesse du projet, c'est de permettre aux gens de vivre le patrimoine, d'être partie prenante, parce qu'on n'est pas seulement devant un bouquin fermé avec un spécialiste qui nous raconte son patrimoine ou son patrimoine scientifique, mais de dire on vit le patrimoine et on peut influencer la manière dont le patrimoine nous parle, parce qu'on converse avec lui. Alors, on converse avec lui parce qu'on peut changer les contenus qui nous arrivent, mais on peut aussi prendre une photo, par exemple, et cette photo va être attachée à ce patrimoine, partagé et visible par d'autres, parce qu'on a tagué la photo automatiquement, manuellement, et ça fait partie d'un contexte. Et donc, on est partie prenante de manière active. Donc, moi, c'est la chose qui m'intéresse fortement dans l'avenir, c'est pourquoi, en fait, les gens vont sur Internet, pourquoi les jeunes vont sur Snapchat, parce que ce n'est pas juste des utilisateurs passifs d'une technologie, mais parce qu'ils deviennent actifs, et sur un mode conversationnel. Donc tout l'enjeu du patrimoine, c'est de pouvoir connecter les petites informations les unes avec les autres d'une manière maîtrisée, concertée, pour après permettre des usages, et les usages vont recréer des nouvelles histoires. Plus il y a d'histoires, enfin plus il y a d'usages, plus il y a d'histoires, plus ça s'enrichit, et plus en fait tout le monde est gagnant d'une certaine manière. Et ça, les mentalités évoluent. Voilà. Les mentalités évoluent, donc les gens, ils étaient, comme je disais tout à l'heure, ils voulaient garder en chasse gardée leur contenu, c'était leur trésor. Mais là, ils voient qu'il faut qu'ils l'ouvrent, et ce qui fait de la valeur, c'est pas leur contenu, mais c'est leur expertise. Leur expertise, tant qu'ils ne la montrent pas, elle est perdue. Donc il faut qu'ils valorisent leur expertise en la connectant avec d'autres, et surtout que l'expertise, ce n'est pas quelque chose de figé, contrairement à une photo. C'est quelque chose qui évolue, et la valeur de l'expertise, c'est à partir du moment où ça évolue. C'est comme une société, c'est la société qui ne travaille plus, qui ne fait plus de projets, elle n'a plus de valeur. Donc il faut continuer de travailler, continuer de faire évoluer son expertise, et à partir du moment où on fait ça, on a une importance dans la société, on a une valeur, et finalement, on ne va pas mourir, parce que l'enjeu, il est là. Pour les acteurs culturels, c'est de dire, dans 3 ans, ils sont toujours là. Ok.
Alors ça m'intéresse, je crois que ça nous intéresse tous de savoir un petit peu un truc que tu aurais découvert, un truc cool, technologique, qui t'a fasciné ces dernières années ou peut-être ces derniers mois, hein, je ne sais pas, encore mieux. Est-ce que tu peux donc nous raconter un truc que tu as découvert sur le web, super technologique et qui t'a bien emballé ces derniers temps, s'il te plaît? Alors j'ai envie de raconter deux choses. La première, c'est une chose... Ah oui. Alors, j'ai envie de répondre avec deux exemples, en fait. Le premier, c'est quelque chose que je n'ai pas essayé parce que ça vient de sortir, c'est les lunettes de Snapchat. Alors, quand j'ai vu passer l'annonce, j'ai trouvé ça très culotté de la part de Snapchat, qui se market, qui se revend sous forme d'une entreprise technologique, mais pas que, mais pour faire de l'image, alors qu'à la base, c'est un réseau social. Et bon, ça a créé le buzz aux États-Unis. Donc, moi, ce que je trouve intéressant dans ces lunettes, c'est quoi? C'est le fait que la lunette permet de filmer 10 secondes sur un mode circulaire. Ça veut dire que le téléphone, on peut le tourner et on peut découvrir l'image avec une orientation libre. C'est comme la 360, mais je trouve que c'est beaucoup plus adéquat par rapport à la vision humaine circulaire en fait, et pas forcément panoramique. Donc je trouve que là, leur coup de dé, je le trouve culotté, mais je suis très intrigué de le tester. Le pricing n'est pas très cher, c'est $150, un truc comme ça. Et je trouve que ça adresse bien la problématique des lunettes augmentées sur lesquelles Google s'est planté, à juste titre. Et puis ce genre de technologie à part pour des domaines très particuliers comme la médecine, etc. Je vois pas comment ça peut fonctionner un jour. Mais par contre, ce genre de lunettes qui dit quand ça filme, et ça filme dans un contexte, et les gens savent qu'on filme et ils ont intérêt, ils sont partie prenante de la personne qui porte ces lunettes et qui filme, parce qu'ils savent qu'ils sont en réseau, ils sont en société. Et du coup, je trouve que ça fait vraiment sens. Et derrière, c'est mis dans un écosystème. Alors le problème, c'est Snapchat. Et Snapchat, c'est un jardin fermé comme Facebook, etc. Donc j'attends de voir comment Snapchat permet de donner accès à ces vidéos au-delà de son propre précaré. À voir. Donc ça, c'est le premier exemple. Je suis très curieux aussi comment les artistes, les créateurs s'approprient ce gadget, parce que c'est un gadget, d'une manière créative. Là, tu viendrais filmer les prochaines interviews avec tes lunettes et de temps en temps, tu appuierais pendant 10 secondes et ça partirait direct en live sur Snapchat, par exemple, pour teaser en fait ce qu'on est en train de faire, par exemple. Donc, c'est ce genre d'usage. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pas un truc concret, mais c'est un rêve. Voire même, c'est une lettre au Père Noël. Bon, c'est bientôt Noël, donc j'adresse la lettre au Père Noël. Je ne sais pas si tu peux lui transmettre, mais j'aimerais adresser une lettre à Sony, à Panasonic, à JVC, à Blackmagic, enfin tous les constructeurs de caméras. S'il vous plaît, faites pas comme Nokia. Construisez enfin une caméra, enfin construisez. Faites que les systèmes d'exploitation dans vos caméras puissent utiliser Android pour qu'on puisse faire des applications qu'on puisse installer sur vos caméras pour pouvoir utiliser les caméras avec des ajouts en software qui nous permettent de faire ce qu'on a envie et besoin avec vos caméras. Plutôt que de brider le software, puis après de souffrir la mort en entrée et en sortie du travail avec la caméra. En entrée, c'est quoi? C'est le scénario. Moi, j'aimerais bien que ma caméra puisse m'injecter les images directement dans mon scénario, qui est une base de données. Et là, le monteur, il peut directement générer son montage à partir du scénario dans lequel les images atterrissent depuis la caméra. Et ça, c'est possible à partir du moment où la caméra, elle n'est pas bridée. Parce qu'aujourd'hui, une caméra, c'est quoi? C'est un ordinateur avec un œil. Là, c'est un ordinateur avec un œil. Là, ton zoom, c'est un petit ordinateur avec 4 oreilles. Mais j'aimerais bien que ces petits ordinateurs ne soient pas bridés comme l'étaient les smartphones avant l'iPhone. Donc, je rêve d'un Apple, ce ne sera pas Apple, mais je rêve d'un Apple qui fasse que Sony, Panasonic, JVC deviennent des Nokia, et avant qu'ils se cassent la figure, qu'ils se réveillent et qui sautent sur le train de ce qu'on pourrait appeler smart cam. C'est pas très joli smart cam, mais ça me semble absolument indispensable pour aller à la promesse dont je parlais tout à l'heure, de enfin profiter de ce que c'est que l'informatique au niveau de la création audiovisuelle. Et pour le moment, on est plus en train de souffrir des complications de l'interaction avec le logiciel que vraiment d'en profiter. Ce n'est pas un problème technologique, c'est un problème de mentalité et de workflow. Et à partir du moment où les constructeurs comprennent que leur caméra, c'est juste un outil de captation, c'est un capteur, c'est un input device, comme mon clavier, c'est un input device, et on entre des données, on entre un flux de lumière qui est converti en fichier, puis après on en fait autre chose. Et à partir du moment où les constructeurs de caméras se disent ça, comme Snapchat le fait, et Snapchat montre l'exemple, un peu de manière provocative,
Mais j'espère que les Sony, etc., ils comprennent que c'est ça qu'ils doivent faire parce que c'est évident. Les constructeurs d'appareils photo le comprennent. Ils commencent à le faire, de faire des smart, des appareils qui permettent de faire des photos et d'envoyer ça sur Instagram en même temps qu'on stocke ça en RAW sur sa carte. Mais en même temps, ça se met sur Instagram. Ça fait totalement sens. Il faut aussi pouvoir le faire avec la caméra vidéo et ça passe à travers un système d'exploitation Android et des applications qu'on peut créer et des écosystèmes, des plateformes qui dépassent le hardware de la machine. Donc le gros problème aujourd'hui qu'on a, c'est qu'on est face à des fétichistes du hardware qui essayent, comme les dinosaures, de survivre, mais bon, c'est trop tard. Alors voilà, on arrive à terme de cet échange qui, je l'espère, vous aura plu ou peut-être passionné. Et puis, comme toujours, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez surtout pas d'appuyer sur un pouce bleu ou de le partager avec les gens que vous appréciez. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo très rapidement. Merci.